Nathalie Attias, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. Avocate présidente de mesaccordscollectifs.com. On parle des cadres dirigeants et on parle du statut. D'abord, c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant? Avant de parler d'erreurs, de bêtises, de pénal, de civil, c'est quoi le statut d'un cadre dirigeant? Le cadre dirigeant, c'est celui qui va représenter l'entreprise à l'extérieur et à l'intérieur. Donc à l'extérieur, il a une délégation de pouvoir. Vous vous souvenez qu'on en a parlé la fois dernière? J'ai tout noté. Voilà. Donc il a une délégation de pouvoir. Il engage l'entreprise. Il participe. Il est représentant. Souvent, il est représentant légal de l'entreprise. C'est associé. En général, c'est un membre du comité de direction. Il a un mandat social. Donc il a la possibilité de représenter l'entreprise valablement vis-à-vis des tiers. Ici, une échec? Bien sûr, exactement. Oui. Forcément. Donc il a obligatoirement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça figure dans les conditions et les critères pour avoir ce statut. Et donc, vis-à-vis des salariés, par ailleurs, il a le pouvoir hiérarchique. C'est lui, entre guillemets, qui va détenir l'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire. Disciplinaire, donc c'est-à-dire de se séparer d'un Il peut collaborateur. ensuite déléguer, vous savez, au DRH, etc. Quels sont les dangers, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on est cadre dirigeant, qu'on s'engage dans un nouveau défi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit vérifier d'abord? Alors moi, je vais vous dire, je vais essayer de me placer du point de vue de l'entreprise et du point côté de vue cadre. du cadre. D'abord, il y a des conditions pour être cadre dirigeant. Pourquoi est-ce qu'il y a des conditions? Parce qu'on veut s'assurer que celui qui dispose de ce titre, de ce statut, est vraiment un cadre dirigeant au sens légal. Parce que les conséquences sont importantes, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est d'abord responsabilité importante dans la hiérarchie, dans l'organigramme de l'entreprise, qui implique une grande indépendance dans l'organisation de son travail. Et de ses horaires. Bon, vous avez compris et vous avez mis le point exactement là où il fallait. Donc, deuxièmement, c'est le pouvoir de décision autonome, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être autonome dans les prises de décision. Et puis, il doit figurer parmi les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. D'accord ? Donc, vous avez compris que donc ces conditions, elles doivent être réelles, c'est-à-dire qu'en cas de contentieux, en cas de litige, le juge va s'attacher non pas à la qualification que donnent les parties au contrat, mais à la réalité de l'exécution de son travail. Pas un titre fictif. Voilà, exactement. Et donc, la conséquence essentielle, vous l'avez compris, c'est qu'il n'est pas du tout soumis à la réglementation de la durée du travail. Ça veut dire qu'il n'est pas soumis à tout ce qui est repos hebdomadaire, astreinte, jours fériés et rémunération de jours fériés, tout ça, et puis surtout, évidemment, les heures supplémentaires. Donc, aucun recours possible de la part d'un cadre dirigeant pour régler cette affaire. Alors, il peut ou pas? Bien sûr. Et il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas? Oui, moi j'en vois j'en ai souvent des contentieux avec des contestations. Il le savait dès le départ quand il arrive. Bien sûr. On est là dans la réalité du positionnement du cadre à qui on donne le statut. Il y a des cadres à qui on impose ce statut de cadre dirigeant. J'ai envie de dire, ils ne sont pas vraiment en mesure de négocier. On leur dit, c'est dans le package. Tu as une belle rémunération, ne te plains pas. Mais par contre, accepte. Voilà, mais par contre, tu dois accepter ce qui va avec. C'est-à-dire que ce qui va avec le cadre dirigeant, c'est les délégations de pouvoir, on en a parlé, c'est-à-dire la responsabilité pénale, et puis aussi une obligation de loyauté qui est renforcée. Vous savez que les cadres, ils ont à l'égard des autres salariés un devoir d'exemplarité. Et donc, quand on n'est pas dans un équilibre entre l'entreprise et le cadre, il arrive que quand ça se passe mal, eh bien, il dit, écoutez, puisque c'est comme ça... moi, je voulais vous demander... Vous ne m'avez pas traité comme un cadre dirigeant parce qu'il y a beaucoup de blessures, vous savez, dans les ruptures de contrat de travail et les séparations, moi je le vois. En un mot, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Et maintenant, je me suis impliqué et vous me traitez comme un malpropre. C'est ce qu'on entend, Et c'est souvent des blessures de considération. Et d'ego. Bien sûr, absolument. De considération. Et vous savez, ces blessures d'amour-propre, ce sont les plus difficiles à guérir. Elles sont profondes. Et donc, voilà. Sauf si on arrive à entamer un processus, un mode de règlement alternatif des différends. De médiation. Un jour, on pourra en parler. La médiation. Encore mieux, je suis formé au processus collaboratif, je pourrais vous en parler un jour. Pour essayer de se mettre autour de la table et de se dire, bon allez, exactement. On pose les armes et on discute. Exactement, et discutons. Où t'ai-je blessé ? Dis-moi où t'ai-je blessé. On peut peut-être faire une communication de départ pour dire pourquoi tu t'en vas, etc. Oui, parce qu'il y a aussi, qu'on oublie, c'est la façon dont quelqu'un va partir de l'entreprise. Mais bien sûr, mais ça c'est un vrai sujet, honnêtement, on pourrait en parler un jour. Qui tue d'ailleurs parfois une carrière parce qu'il est mal parti. Oui, et pour conseiller les entreprises, il faut aussi leur dire attention dans la façon dont vous vous séparez des collaborateurs. Vous ne devez pas mal vous comporter, vous devez aussi tenir compte et écouter l'autre, parce que ça peut
éviter l'emballage du départ. Ça peut éviter des contentieux. Et donc, sur la rupture de la séparation, donc voilà, donc ils se disent, écoute, moi, tu étais mal comporté avec moi, je vais demander mes heures supplémentaires. Et donc, du coup, c'est là la difficulté, parce que si on ne respecte pas ces conditions que je vous ai énoncées, à ce moment-là, le cadre dirigeant, entre guillemets, se retrouve soumis aux 35 heures. Oh. C'est-à-dire donc il y a un rattrapage d'heures colossal. Des heures supplémentaires au-delà des 35. Je ne sais pas si vous imaginez le contentieux, mais le montant des sommes, parce que quel cadre aujourd'hui travaille 35 heures? Ça n'existe pas. Oui. La plupart sont au forfait par ailleurs. Je peux vous garantir, ça fait très très mal. Quand on est face à des cadres dirigeants qui ne sont pas de réels cadres dirigeants, la conséquence derrière, elle est très lourde. Mais attendez, quand vous dites qu'ils ne sont pas de réels cadres dirigeants, qu'est-ce qui a fait qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas réellement des cadres dirigeants? Parce qu'il n'a pas une vraie autonomie dans son pouvoir de décision. D'accord. Parce qu'il n'est pas du tout dans les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. Il y a quand même, quand on dit les rémunérations les plus élevées, en général, on tient compte des 5 plus hautes rémunérations. Bon, donc, en général, vous savez, moi je vois des DRH qui ont statut de cadre dirigeant alors et qui n'ont pas du tout. C'est vrai. Elles sont ni dans l'autonomie du pouvoir de décision, ni dans les meilleures rémunérations. Ni au COMEX, c'est souvent l'enfant pauvre en termes de décision. Les DRH sont souvent au COMEX. En revanche, elles n'ont pas du tout d'autonomie dans le pouvoir de décision. Donc c'est ce que j'appelle moi des cadres dirigeants fictifs, dont l'objectif ne vise qu'à les exclure de la réglementation de la durée du travail. Et leur donner des délégations par ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, la conséquence aussi très importante sur laquelle il faut alerter les entreprises, c'est ensuite ce qui se passe en cas de rupture du contrat, d'une séparation. Quand il y a un contrat de travail, en général, le Pôle emploi accepte de couvrir l'assurance chômage, donc de garantir l'assurance chômage. Mais quand, par exemple, un cadre dirigeant a aussi un mandat social, alors là, je peux vous dire que le Pôle emploi tout de suite va tiquer et il va commencer à examiner si le contrat de travail allégué est réel. Ça veut dire qu'il va vérifier s'il y a des fonctions techniques bien distinctes du mandat social, s'il y a un vrai lien de subordination. Sinon, il ne règle pas, il n'indemnise pas en... sinon, il n'indemnise pas. Oui. Et donc, d'où l'intérêt pour les entreprises, quand on veut attribuer ce statut de cadre dirigeant, de demander au Pôle emploi un rescrit. Ils ont la possibilité de soumettre le dossier au Pôle emploi et leur demander si le Pôle emploi va le rescrit qui est le document pour vérifier qu'on est dans les clous, quoi. C'est-à-dire que le rescrit, ça va au-delà. C'est-à-dire que le Pôle emploi dit, au vu des éléments que vous m'avez donnés, c'est un document officiel. Voilà. Je considère que vous pouvez avoir... Comme le rescrit fiscal. On se tourne vers Bercy. Voilà, vous pourrez avoir droit au chômage. Et s'il n'a pas droit au chômage, à ce moment-là, il faudra se tourner vers les assurances privées de perte d'emploi. C'est ça, qui peut être d'ailleurs négocié dès le début du contrat pour être certain que si on sort, et c'est pas un parachute doré, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est une assurance privée qui garantit un... En revanche, un contrat de travail ou un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables pour le cadre dirigeant, des jours de congés payés, des jours de congés supplémentaires. Inscrits dès le départ. Mutuelle, prévoyance, retraite, tout ça peut être prévu dans le contrat de travail immédiatement avec au moment où il rentre. C'est passionnant parce que c'est vrai que c'est un sujet de forte tension, surtout quand il y a le divorce, surtout quand on déchire le contrat. Exactement. Et évidemment, ça fait mal. Des deux côtés, ça fait mal pour le cadre, puis ça fait aussi mal financièrement à l'entreprise. Les deux. Merci Nathalie Attias. De rien. Merci pour cet éclairage. Avocate, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs. On fait une petite pause. Tiens, les avocats sont très concernés par la chronique de Fanny Griesmer. Oui, la pause café. La voix. La voix. Quelle voix on utilise? Alors c'est pour les pénalistes, évidemment, mais au pénal, comme ça, dans les cours, la voix joue un rôle très important. Et bien avec Fanny, on va essayer de trouver notre voix. Voilà, moi je pense l'avoir trouvée, mais enfin on sait jamais. Fanny Griesmer, la pause café.